Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire Comment industrialiser ses flux logistiques sans sacrifier sa souplesse. Je m'appelle Maëlle Skvara, je travaille pour le PASCA. C'est un pôle d'expertise et réseau professionnel autour des thématiques supply chain. Nos missions principales sont la promotion de la filière, le partage et l'échange entre les acteurs supply chain et le réseau, et accompagner les entreprises sur leurs problématiques supply chain. Et faire avancer la recherche, l'innovation autour de ces thématiques et le développement des compétences. Avant de démarrer notre webinaire d'aujourd'hui, je voulais vous dire quelques mots sur la marque Flupus. C'est une marque qu'on a créée avec un collectif d'une douzaine d'acteurs du numérique en Pays de la Loire pour aider les entreprises à transformer leurs usages et améliorer leurs performances à travers les nouvelles technologies. L'idée, c'est à travers des événements comme celui d'aujourd'hui, de vous apporter un éclairage sur les différentes solutions technologiques qui existent sur le marché et vous démontrer leurs différents cas d'usage et comment ces solutions peuvent répondre à vos enjeux. Donc, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, on va parler pendant 1 heure ensemble de WMS et plus spécifiquement d'un projet de mise en place de WMS au sein de l'entreprise French Log. Donc, ce partage de retour d'expérience va vous permettre de découvrir toutes les étapes d'un projet WMS. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi aujourd'hui Antoine Imhoff de Citaci, donc éditeur de logiciels WMS. Bonjour Antoine. Bonjour Maëlle. Et avec nous également Stéphane Deranty, fondateur de la société French Log, donc prestataire logistique en e-commerce et qui a fait le choix de s'équiper d'un WMS il y a un peu plus d'1 an et qui s'est fait donc accompagner sur ce projet par le PASCA et Citaci. Tout d'abord, avant de démarrer concrètement l'événement, quelques petites consignes. Si vous avez des questions tout au long du webinaire, n'hésitez surtout pas à les poser. Vous avez un onglet dédié aux questions, donc merci de ne pas utiliser le chat, mais bien l'onglet questions qui est dédié à ça. Et vous verrez de temps en temps apparaître aussi des questions que nous, on va vous poser, des petits sondages. Donc, n'hésitez pas à nous faire un retour aussi. Les intervenants se feront un plaisir de rebondir sur vos retours en direct pendant le webinaire ou pourquoi pas pendant un échange à la suite. Donc, voici le programme pour aujourd'hui. On va donc vous faire découvrir l'univers du WMS, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça fait et comment ça répond à vos enjeux. Ensuite, on va donc parler du projet WMS chez French Log avec un retour d'expérience, les bonnes pratiques et un décryptage des différentes phases du projet. Donc, pour démarrer, Antoine, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur Citaci et nous expliquer justement ce que c'est un WMS, comment il fonctionne et qu'est-ce que ça apporte aux entreprises? Avec plaisir. Alors, qu'est-ce qu'un WMS et puis qu'est-ce qu'il apporte aux entreprises? C'est une question assez large, mais juste avant de commencer, déjà, merci pour l'invitation du PASCA. Le temps qu'on va passer ensemble va être assez dense. On s'en excuse d'avance. On a plein de choses avec Stéphane à vous faire passer, à vous transmettre sur comment, en effet, digitaliser sans sacrifier sa souplesse, sa flexibilité. Donc, vous verrez, il y a pas mal de slides qu'on a prévu de vous monter. Vous poussez pas mal d'infos. À la fin de ce webinaire, on vous poussera également les documents qui seront en presse. Donc, vous en inquiétez pas, tout va vous être transmis. Deuxième point, c'est que le webinaire est en format table ronde. Donc, certes, il y a les sondages, il y a les questions, mais c'est toujours un peu délicat d'aborder vos cas particuliers. Aussi, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit Stéphane, je me permets Stéphane en ton nom, mais Stéphane, oui, bien sûr. Soit sur LinkedIn, sur nos profils en MP, soit directement sur le site. Sur Citaci, on a un espace qui est dédié à cet effet qui s'appelle le rendez-vous conseil, où vous pouvez
revenir sur votre situation particulière, les questions, revenir sur le cadre du webinaire. Et on se fera un plaisir d'échanger avec vous sur ces thématiques. Voilà. Ensuite, pour rester un peu dans le thème, alors, le WMS, on va essayer de le circonscrire rapidement. Si tu peux passer, Maël, juste au slide d'après. Voilà. Donc, chez Citaci, nous, on édite notre plateforme WMS qui s'appelle Ego. C'était le slide d'avant. C'est une plateforme en dernière génération dédiée au monde de l'entreposage. On a l'habitude, quand on parle WMS, d'organiser en effet la couverture fonctionnelle. C'est un peu le schéma que vous avez avec cette espèce de rosace imbriquée qui part du déchargement et qui parcourt toute la chaîne logistique. Donc, le WMS, son métier, c'est de couvrir donc, le déchargement, le contrôle, parce qu'on peut avoir du contrôle en réception, du rangement, avec des règles de rangement, d'adressage, de la fabrication, parce que la log, ça peut être aussi une log industrielle. On ne livre pas que des clients, on peut livrer des machines. Ça peut être du transfert, parce que quand on va parler logistique, eh bien, parfois, il n'y a pas un, mais des sites à déployer, avec des mouvements de flux, donc des navettes entre les sites. On va parler réappro, parce que bien souvent, eh bien, on aura une zone et une dalle de picking qu'on va devoir réapprovisionner par une réserve. Donc, comment on va organiser le réappro? Naturellement, le prélèvement, qui est le cœur bien souvent d'une logistique avec l'acte de préparation. Le colisage avec les contraintes qui peuvent aller avec de palettisation, de règles de colisage. Et enfin, l'expédition. Donc, le WMS, en fait, il parcourt ces différents flux. Si tu peux passer au suivant, Maël. Et ces différents flux chez Citaci, sur notre plateforme, on les classe en fait en 3 grands thèmes. C'est assez classique. C'est d'un côté les processus d'entrée où on va retrouver la réception, le rangement, la prépa et les processus de sortie. Les processus internes au dépôt qui vont être en fait sur des processus de fabrication, des navettes qui restent en fait dans l'ensemble des sites, des sorties déclaratives, des opérations de packing, etc. Mais également des processus de pilotage qui sont de plus en plus présents, qui d'ailleurs aident et accompagnent les responsables logistiques dans l'identification de KPI, le fait de remonter de l'information en temps réel sur les petites urgences du moment, etc., qui vous permettent de piloter le dépôt, mais également de mieux tenir le stock, car la tenue de stock contribue fortement en fait, à la qualité et à la productivité dans le dépôt. Si on zoome un peu plus loin dans le WMS, alors ça, c'est juste pour faire la cote-part. Souvent, moi, on me pose la question, où commence le WMS, où s'arrête l'ERP? Dès qu'une logistique va être un peu complexe, elle va se parer de petites subtilités. On rentre un peu dans l'arcane du WMS. Alors, qu'est-ce qu'on appelle complexité? Ça peut être, je me gère à la fois dans mon dépôt du B2B, du B2C. Je peux avoir dans le cadre de mon dépôt des contraintes un peu de kitting. Je peux avoir des produits relativement complexes à coliser et une palettisation qui m'est demandée. Mes clients veulent une gestion contenu-contenant avec qu'est-ce qu'il y a dans ma palette et dans ma palette, qu'est-ce qu'il y a dans mon colis avec une packing éclatée. Donc, c'est ça, en fait, ces éléments qui font la complexité. Et le WMS, en tant qu'expert de la logistique, va accompagner dans votre schéma d'informatisation, en fait, l'ERP sur ce pan purement de couverture de la supply. Là où c'est important, c'est que les plateformes que nous proposons sont, autant par le passé, c'était des adaptations qu'on pouvait faire sur l'outil, autant depuis 5-6 ans, on est sur des véritables boîtes à outils technologiques qui permettent de traiter une diversité de cas. Et ces boîtes à outils vous permettent de gagner puis de garder les mains et la maîtrise sur votre logistique. Donc, garder la maîtrise au sens Citaci. Sur le WMS, ça veut dire quoi? Ça veut dire je veux revoir ou modifier la tronche des écrans, les personnaliser, revoir les droits, mettre des logigrammes, présenter ce qui va apparaître sur le PDA de manière adaptée. Vous avez les mains. L'autonomie fonctionnelle, c'est naturellement réintégrer des flux, modifier le dépôt. Vous n'êtes pas dépendant. L'objectif, c'est que vous fassiez vivre votre logistique avec ce qui se passe et ce qui va vous tomber sous le coin du nez. On en reparlera tout à l'heure avec Stéphane, mais la logistique, c'est aussi parfois soit des contraintes ou des aléas clients, mais c'est aussi des changements, des croissances, des déménagements, si tu vois ce que je veux dire, Stéphane. En tout cas, ça bouge. Voilà, ce n'est pas un ensemble intangible. L'autonomie, c'est aussi l'autonomie techno. En log, on va parler de bons de préparation, de packing list, de BL,
vous avez la main pour modifier ces différents états à la demande de vos clients et en fonction de vos clients. Ça va être également des extractions, des exports, du couplage avec d'autres données. Et quand on parle données, on va aussi parler logistique avec la prise de photos, l'envoi de mails, des workflows. Et enfin, parce que ce sont des solutions expertes, ce sont aussi des outils qui vont vous aider à gérer ce qu'on appelle, nous, les cas d'exception. Donc, les cas d'exception, c'est ce qui généralement n'est pas couvert. Je vais vous donner un exemple. Je fais une réception, je l'ai pourtant bien réceptionnée, mais je me suis planté. Comment je fais pour revenir dessus? Je suis en train de préparer. Il y a mon équipe qui est dessus, mon client qui se dédie de la préparation, qui dit non, je veux modifier la quantité. Souvent, c'est une espèce de belle quadrature du cercle pour traiter ce sujet-là. Ça peut se traiter. Ça ne veut pas dire que ça se fait, de manière simple, mais ça veut dire en tout cas que le point, il est couvert. En tant que système expert, on se doit de traiter ces cas d'exception. Si tu passes au suivant, pour que je ne sois pas trop long sur nos sujets. Enfin, le WMS, lui, comme une sorte d'ERP de la logistique, va être aussi modulaire, parce que le monde de la logistique est un monde d'expertise qui évolue, qui a de plus en plus de pans. On le reverra d'ailleurs avec les mécaniques, en tout cas, de mécanisation et puis d'automatisation de la supply. Mais dans le WMS, on va trouver, chez nous, ça se traduit par des modules, chez d'autres, ça va se traduire par des pans ou des add-ons. Ces modules vont permettre de donner une couleur, une patte plus particulière à la log chez vous. Et ça dépend des sociétés. Certaines, elles ont besoin de traiter des problématiques d'ADR, des problématiques de prod, des problématiques, de picking avancé parce qu'elles ont une forte saisonnalité. Elles ont besoin de traiter une problématique, de prestation logistique parce qu'on est prestataire et on a besoin de facturer la prestation pour autrui, qui sont des modules qui sont propres en fait à votre activité, qui vont vous donner une patine, une couleur et qui permettent de pousser en fait les fonctionnalités. Dernier point, si on va juste après, c'est qu'un WMS, certes, est souvent couplé avec des outils, mais il ne vit pas seul en tout cas. Il est couplé aussi bien avec des outils relevant du monde du matériel, ce qu'on appelle nous des connecteurs infra, que du monde de la tech et de l'IT. Donc, quand on parle de connecteurs matériels, si tu passes au suivant, voilà, ça a été fortement poussé en fait avec les vagues en intralogistique de mécanisation, avec des solutions de convoyage, de stockage, des rotatifs, des cardex, des transstockers. Donc, un WMS communique en fait avec ces éléments qui sont des petits bouts de stock isolés dans le dépôt. Un WMS va aussi communiquer avec des robots. Alors, robots, on peut en avoir de toutes sortes. On peut avoir des simples LGV qui vont se substituer à du roulant pour alimenter des quais et donc vous déplacer des palettes, des colis d'un poste à l'autre. Mais on peut avoir aussi des robots en sens en fait goods to man, c'est ce qu'on a chez des solutions comme Scalog, comme Exotech, comme AutoStore et autres. Après, le matériel, c'est aussi du put to light, du pick to light, naturellement de la captation de données, des relevés de dimensions, des supports qui permettent directement, quand on prend un colis, d'avoir ses dimensions hors tout, des poids, voilà. Donc, ça permet de se coupler avec des solutions pour hériter de la data. Et d'un point de vue IT, si tu passes au dernier point, pour finir en fait le pan, si tu peux passer, voilà. Le pan sur le WMS, c'est que le WMS, lui, va se coupler après avec des solutions soft. Naturellement, l'ERP, parce qu'il ne vit pas seul, il a besoin de commandes d'achat, commandes de vente, d'ordre, de priorité, mais également d'autres éléments comme des plateformes web, des places de marché, des sites. On va retrouver également des solutions de transport, on va trouver également des solutions plutôt expertes de gestion des retours, de gestion de la prod ou de l'ordonnancement. Donc, le WMS, c'est aussi une suite de connecteurs pour faire ce maillage qui va permettre d'organiser ensuite, on le verra après, les ressources dans le dépôt. Donc, une plateforme WMS, aujourd'hui, c'est cela, c'est une formidable boîte à outils au service de la logistique interne et couplée avec plein d'outils métiers, ERP, GP, etc., mais également des outils et des solutions matérielles. Voilà. Super, merci Antoine. Donc oui, on retient le WMS est là pour professionnaliser aussi le flux de l'entreprise, gérer des flux de plus en plus complexes.
On retient aussi donc cette connectivité avec d'autres solutions informatiques, mais aussi avec le matériel connecté de l'entrepôt. Et voilà aussi. Donc, alors, un des freins qu'on entend souvent, c'est voilà, la digitalisation. Ça, finalement, c'est rajouter un nouveau process, un process déjà existant aujourd'hui dans l'entreprise, parce que finalement, ça ne va pas encore alourdir mon fonctionnement. Comment vous rassurez les entreprises sur ce point-là? Alors, il y a plusieurs éléments en fait à ça. C'est tout d'abord, il faut regarder déjà quel est le périmètre d'action du WMS. Si tu affiches le slide complet, voilà. Le WMS, lui, va agir dans le monde du tout de suite, du maintenant, du temps réel et l'interaction qu'il va avoir avec les opérateurs. Alors, la question, c'est vrai, du risque ou peut-être est-ce que ça va apporter de la contrainte, la rigidité, etc. Moi, je trouve qu'il est bon de regarder cette question à l'aune de ce que ça fait, de ce que ça apporte. J'avais illustré ça, je crois que c'est le slide qui suit, Maël, à travers plusieurs éléments qui permettent de mettre en évidence ou un peu en surbrillance ce que pouvait permettre d'apporter en effet la mise en place d'un WMS. Si tu l'affiches aussi intégralement. Donc là, il y a en gros 5 points, 5 items en haut que vous voyez qui sont les leviers ou les points d'action d'un WMS. Ce que je vais essayer de préciser pour que ce soit parfaitement compréhensible et puis clair pour tous, c'est en quoi la mise en place d'un outil, parce que ce n'est qu'un outil pour autant, contribue à ces éléments. Quand on parle écart de stock, on parle qualité et tenue des stocks. On parle le fait d'avoir le juste stock, donc la bonne quantité du bon article au bon endroit. D'où ça vient et en quoi le WMS contribue à cela? Il y contribue à travers ce que moi j'appelle le fait de refléter le physique. Refléter le physique, c'est quoi? C'est d'un côté dire ce qui est dans, dans le dépôt, la structure du dépôt, l'organisation des zones, des cellules, des limites entre une mezzanine, premier étage, deuxième étage, tout ça, vous le structurez dans le dépôt. Et le deuxième sujet, c'est on est dans le physique, donc on va aussi accompagner l'opérateur, on va lui donner de la mobilité. Donc Maël, tu faisais écho avec des PDA, des terminaux radiofréquences, mais ça pourrait être des tablettes, du voice, etc. L'idée derrière, c'est on accompagne, on est sur de l'IT qui va accompagner l'acte et va permettre de le confirmer. Donc ce qu'on fait ce qu'on fait physiquement, on le fait informatiquement. Et l'outil, le WMS, va permettre de confirmer qu'on fait bien et de respecter le processus que vous avez choisi. Donc, si vous avez déterminé que dans le cadre du rangement, il fallait mettre certains produits où l'opérateur le souhaitait et d'autres à des endroits bien précis, ce sont des règles que vous pouvez donner. Si dans la confirmation de dépose, vous souhaitez, vous, que avant, le gars, quand il confirmait un déplacement ou confirmait un rangement, il prenait une feuille et puis il indiquait l'adresse, et bien ça, on peut le digitaliser en confirmant dans les scénarios de scan. Je scanne ma palette, je scanne l'adresse et je confirme la dépose en rescannant ma palette. Donc, ces éléments permettent de mettre en place et de qualifier en fait le process que vous avez souhaité pour qu'il soit respecté. Donc, le WMS, en ce sens, il vient confirmer qu'on respecte bien les processus de l'entreprise. Et en les confirmant, en s'assurant qu'on les respecte, en évitant justement, en jouant ce rôle de garde-fou, de se tromper, mais dans le bon colis, confirme que tu as mis dans la bonne adresse, etc., on accroît la qualité et la tenue des stocks. Donc, on limite les notions d'écart. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le WMS, ce que je disais, il intervient dans le temps réel. Donc, en intervenant dans le temps réel, c'est ce qu'on voit là, on évite l'effet papillon. Je suis en train de préparer et au moment où je suis en train de préparer, coup de pas de bol, il y a comment dire, un écart physique informatique. Donc, vu qu'il y a cet écart, je suis sur une rupture. Cette rupture, en temps réel, je peux la remonter à l'ADV pour que le responsable commercial du client prenne la bonne décision. Au vu du produit, est-ce que je l'appelle, est-ce que je l'envoie en partiel, quel ajustement je fais? Et ça, cette remontée d'informations en temps réel, elle évite, c'est ce que je mettais là, l'effet papillon. Si on ne la remonte pas en temps réel, on peut s'en rendre compte une demi-journée, voire le lendemain matin, et traiter le problème avec un écart dans le temps qui va se traduire par de l'insatisfaction client,
voire des surcoûts parce qu'on va recourir à du chrono au lieu d'un transport classique et augmenter en fait les coûts qui vont peser sur votre entreprise. Deuxième sujet qui va avec le temps réel, la synchro. Le WMS, il gère les activités, donc il va synchroniser les missions de préparation avec du réappro. Donc avant de préparer, on anticipe le réappro. On va également synchroniser les rangements avec le réappro. En rangeant, on va coupler ça avec quelles sont les missions de réappro nécessaires pour éviter de ranger puis de réapprovisionner aussitôt, voire de faire ce qu'on appelle du cross-docking, de ranger, mais non pas dans un lieu de stock, mais dans une dalle de préparation avancée. Donc, on vient synchroniser les missions. Troisième sujet qui correspond en fait aux enjeux et qui va permettre de traiter des risques, c'est la problématique de la productivité. On va permettre de traiter de façon massifiée des ordres. Donc, au lieu de préparer une commande, j'en prépare plusieurs avec un cheminement massifié, tout prélèvement confondu. Donc, en prélevant plusieurs commandes en parallèle, on va avoir sur le même parcours un nombre de pics accru et donc une distance interpic qui va réduire et donc une optimisation de l'acte de prélèvement. On va également faire la même chose au niveau du rangement. On ne va pas ranger un produit, on va ranger plusieurs en même temps. Et c'est en massifiant les ordres qu'on va accroître de la productivité. Et puis naturellement, enfin, on retrouve la digitalisation. On n'a plus besoin de ressaisir ou de reconfirmer du rangement, etc. Tout ça, on le fait en temps réel. Et donc, les principaux points, en tout cas, à retenir, c'est que le WMS, par sa mise en place, doit s'inscrire dans soit une optimisation de la qualité et de la tenue des stocks, accroître le temps réel et vous apporter une information enrichie. Et donc, ce temps réel, s'il est utilisé, il doit avoir un usage dans votre entreprise. Synchroniser les missions pour éviter de se trouver en effet en face soit d'un picking qui est à zéro ou un rangement qui n'a pas de sens parce qu'on aurait pu directement le mettre à quai, avoir une incidence sur votre prod et limiter les ressaisies administratives sur papier. C'est là-dessus en fait qu'on va jouer. Et la flexibilité qu'on va attendre, eh bien, elle est directement liée à cela. Aux risques en effet qui sont sous-jacents à la mise en place en effet d'une logistique papier. Et comment est-ce que le WMS s'y prend? Alors, si tu pars au slide d'après, eh bien, c'est une sorte de grosse combinaison, le WMS, entre d'un côté, on va recevoir en fait des besoins. Alors, les besoins, c'est quoi? Ça peut être des commandes clients, des ordres intersites, ça peut être des commandes d'achat, des OF. Donc, c'est des besoins à honorer. Et pour ce faire, le WMS, il a des ressources. Alors, ces ressources, c'est quoi? Naturellement, c'est le stock, mais pas que. On va retrouver également le dépôt. Donc, le dépôt, en quoi c'est une ressource? C'est des emplacements disponibles, pas disponibles, partiellement disponibles. Ça va être aussi des équipes. Quels sont ceux qui sont disponibles, qui sont habilités à? Ça va être aussi des engins de manutention. Et donc, l'idée et le métier du WMS, c'est de croiser ces besoins en fonction des ressources disponibles pour créer des missions. Et ces missions, il va les organiser. Donc, pour revenir, si tu passes sur les deux slides qui suivent, que je vais dérouler rapidement, sur la question en effet des enjeux. Ces enjeux, pour boucler, ils sont un peu divers en fonction de votre secteur d'activité. Quand on est dans le B2B, on aura comme enjeu le fait de traiter de grosses commandes avec des exigences clients qui peuvent être assez fortes, de palettisation, de colisage, de BP, de packing, de contraintes de livraison. Donc, c'est là-dessus en fait que on va avoir des points d'achoppement et où le WMS va être un apport, en tout cas important en matière de prod et puis de ROI. Dans le domaine de l'externalisation ou de nos logistiques prestées, on va chercher à avoir des processus rationalisés et puis pouvoir, dans le même dépôt, traiter aussi bien de l'agro, de la tech, du B2B, du B2C, donc une diversité de process avec le même outil. Donc, comment on va gérer justement la carte de la souplesse? C'est ce qu'on verra tout à l'heure avec toi, là, Stéphane. Si tu passes au slide d'après, je ne sais plus quels sont les autres exemples qu'on avait pris. Oui, logistique industrielle. Là, on est peut-être sur le client le plus exigeant, la prod, qui lui est exigeant à la minute. Donc, il faut que la bonne pièce arrive au bon endroit au bon moment, parfois en 3/8, donc avec une exigence d'anticipation pour autant. Donc, comment la log se met au service de cela. Et en B2C, là, on retrouve la problématique de la préparation fine, comment on peut à travers l'outil,
traiter un grand nombre de commandes sans se perdre dans une préparation coûteuse en one-one. Donc c'est là-dedans en fait qu'on vient puiser en fait les gisements et souvent les enjeux de la mise en place d'un projet WMS. Merci Antoine, et ça fait une bonne transition donc maintenant pour rentrer dans le projet FrenchLog, justement s'intéresser aux enjeux auxquels FrenchLog a été confronté. Donc Stéphane, vous allez nous représenter votre activité en détail, mais peut-être quelques mots pour replanter le contexte par rapport à l'époque quand vous avez fait le choix d'investir dans un WMS. L'e-commerce était en plein essor, votre activité s'est fortement développée, vos clients vous apportent des problématiques logistiques de plus en plus complexes, et voilà, donc le WMS c'était vraiment un choix aussi pour accompagner ce développement qui s'est d'ailleurs traduit plus récemment par l'agrandissement avec le déménagement dans un entrepôt plus grand. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, voilà, déjà sur votre activité et ensuite sur les enjeux et quel a été le cheminement de votre réflexion qui vous a amené à vous tourner vers un WMS et comment finalement vous avez choisi votre solution? Merci Maëlle. Oui, donc effectivement, après cette présentation de WMS, nous, on ne connaissait pas du tout le WMS auparavant. On est une société assez jeune, on est pré-Covid, donc juste 2020 démarrage, premier entrepôt. On est une petite société spécialisée dans le e-commerce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, on était des e-commerçants et on est passé sur la prestation logistique pour le e-commerce. On travaille principalement avec des jeunes entreprises, donc qui ont des process assez faibles, qui n'ont pas une très grande maturité sur la gestion de leurs produits. On va leur apporter différents types de valeurs ajoutées, la première brique étant le socle logistique, mais aussi on va les accompagner dans le conseil, dans la structuration de leur offre produit. On va grouper les jeunes entreprises pour leur faire réaliser des économies d'échelle. On va leur proposer une batterie de services logistiques vraiment dédiés à des petits flux. C'est très important, c'est que nous, on travaille avec des toutes petites sociétés qui ont des petits flux et du coup des flux assez différents. Et on est obligé de faire preuve d'une grande agilité pour répondre à toutes ces demandes qui sont très, très variées. Je te laisse passer à la slide suivante, Maëlle. Donc nous, on a une grande largeur de produits puisque nos clients ont 100, 200 produits chacun et on travaille avec une cinquantaine de clients qu'on appelle, nous, un déposant, qui nous dépose de la marchandise. Ça va de la cosmétique à l'alimentaire, au textile, à la déco. On envoie aujourd'hui 7000 colis par mois, principalement sur le B2C. On a une dizaine d'employés et on a une croissance rapide depuis janvier 2020 puisque on a donc subi l'effet Covid avec l'explosion du e-commerce, tous secteurs confondus. Sur Nantes particulièrement, il y a une grande dynamique vers le e-commerce aussi, et donc on a bénéficié de cela. Et donc on a commencé à un entrepôt, puis deux, puis trois, et c'est là où on a commencé à se dire « Oh là là, ça commence à être difficile à gérer tout ça ». On est digitaux par nature, puisqu'on a commencé dans le e-commerce, et on a tout de suite branché nos sites e-commerce sur des ERP, donc ça, on sait très bien faire. Mais la question, c'était après, comment gérer 3 entrepôts, comment gérer 50 déposants différents, comment gérer 8 transporteurs. C'est là où on s'est rendu compte des limites de liées à notre croissance et liées à la structure de nos déposants. Dans la page suivante, je vais vous expliquer en fait finalement ce qui nous a fait arriver vers le WMS. Donc on a dans l'écosystème digital tel qu'on le voit nous aujourd'hui maintenant avec un peu de recul, c'est qu'on a 4 briques principales. On a la première brique, l'OMS. En fait, OMS, ça veut dire toutes les solutions d'acquisition de commandes. Donc on va récupérer, nous c'est la demande client finalement, on va récupérer toutes ces demandes qui peuvent arriver de différents supports, comme les sites e-commerce évidemment, donc on a différentes technologies de sites e-commerce. On a tout ce qui est marketplace B2C, donc les Amazon, Cdiscount et compagnie, qui vont également nous envoyer des commandes. On va avoir les agrégateurs de flux qui vont consolider les commandes qui viennent d'autres horizons, d'autres marketplaces, d'autres sites e-commerce. On a les marketplaces B2B, qui est aussi quelque chose qui est en plein essor aujourd'hui, qui va avec les noms Encore Store FR, qui permettent d'obtenir des commandes B2B sur des plateformes.
Et puis, on a tout ce qui est manuel, en fait, le B2B manuel. Nous, nos petites sociétés qu'on encadre, elles saisissent leurs commandes à la mano, sur Excel à la base, et nous, on les force à rentrer un peu dans un moule. Donc, ce moule, c'est quoi? Finalement, c'est de faire discuter tout ça dans un ERP. Le ERP, c'est la deuxième brique, c'est la gestion des entreprises. Donc là, on va gérer non plus des commandes, mais on va gérer des stocks, on va gérer des commandes de vente, des commandes d'achat, on va gérer des factures, des prix, on va gérer de la comptabilité. Et nous, on a toujours branché notre ERP. Enfin, une société qui commence à avoir du volume doit avoir un ERP. Bon, c'est un autre débat, on ne parle pas de ERP ici, on parle du WMS. Alors pourquoi on a besoin d'une brique supplémentaire? Finalement, c'est quand le ERP pourrait faire certaines fonctions WMS, mais ce n'est pas son métier. Par exemple, nous, ce qui nous a vraiment manqué, c'est quand on est arrivé à 3 entrepôts et qu'on avait des quantités de marchandises dans plein d'endroits différents. C'est-à-dire sur une seule référence, on peut en avoir dans 10 emplacements, 20 emplacements différents. Et ça, un ERP, il ne sait pas gérer du tout. Enfin, en tout cas, il ne sait pas gérer nativement. On ne sait pas non plus gérer la réception, on va dire, une réception, on va dire, plus qualitative avec la notion de gestion de numéro de lot, la gestion de numéro de série, la gestion de la multilocalisation, la capacité aussi à envoyer une partie de la marchandise en réserve et une partie de la marchandise directement en picking pour servir des commandes urgentes. Tout ça, on ne savait pas faire. On ne savait pas non plus faire aussi embarquer en fait le système sur des PDA. La clé, quand on est sur des gros entrepôts, des grandes distances à parcourir, on ne peut pas faire des allers-retours à retourner sur un ordinateur pour saisir les informations et évidemment des risques d'erreurs. Et puis, évidemment, aussi le flashage des codes barres permet aussi d'éviter toute erreur. Nous, on était vraiment confrontés à ça. On avait besoin de digitaliser et de nomadiser un peu notre activité pour que les opérateurs aient la capacité de saisir leurs données à l'endroit où ils prélèvent la marchandise. On avait aussi un grand nombre de transporteurs avec un fort impact sur nos fonctions support, sur la gestion des anomalies. Je l'explique. On peut recevoir une demande de commande de vente par un client. Et au dernier moment, lorsqu'on va remettre le colis au transporteur, le transporteur nous dit « Ah non, nous, c'est pas possible, ça, on prend pas, parce qu'il y a un problème avec le code postal, parce qu'il y a un numéro de téléphone manquant, parce que la destination n'est pas desservie. » Et ça, en fait, s'en rendre compte à la fin, c'est hyper coûteux en temps. Parce qu'on est obligé de rétro-pédaler, de remettre la marchandise en stock, de prévenir le client et de revenir en arrière. L'idée, avec un WMS, c'est d'anticiper tout ce qu'on va faire et d'éviter de se retrouver face à une étagère vide ou de se retrouver face à un transporteur qui ne prend pas la marchandise. Parce que ça a des conséquences beaucoup trop importantes. Donc on s'en est rendu compte, on a eu besoin, on a vraiment eu besoin de s'équiper d'un WMS. On ne savait pas trop quelle était la couverture totale fonctionnelle d'un WMS. Alors vous l'avez vu avec Antoine, hein, c'est une vraie boîte à outils, on peut avoir énormément de choses qui sont traitées. C'est comme un ERP, on ne se sert pas de tout, on se sert d'une partie. Donc nous, en l'occurrence, on avait besoin de ces fonctions-là. Et on a lancé avec l'aide du PASCA, on a lancé un appel d'offres pour trouver un WMS qui convienne à notre besoin. Alors notre besoin, je vous l'ai décrit, mais on avait aussi, dans notre choix, en fait, on a privilégié aussi la notion de simplicité et de proximité. Alors simplicité, c'est sur l'approche générale de l'outil. Et sur la proximité, on est à Nantes. On a fait appel à Citaci, qui est à Nantes, enfin à côté de Nantes aussi. Et c'est vrai que c'est important dans un projet. On vit un vrai moment de projet. Pour nous, c'était vraiment un projet crucial. Et donc, le fait d'avoir une équipe projet proche, c'était quand même pas mal. Donc, c'était un de nos critères de choix. Le deuxième critère de choix, c'était aussi la capacité à être en full SaaS, donc un outil qui soit pas hébergé chez nous, mais qui soit sur Internet. Parce que c'est le sens de l'histoire, on y croit beaucoup. Le troisième, c'était la logique d'évolutivité, la capacité de suivre les maintenances, de suivre les montées de version, et puis d'évoluer aussi avec la structure de la boîte. Et puis le dernier aspect, et c'est un peu ce qui a fait, c'était la cerise sur le gâteau, c'est la notion de bonus. Nous, on s'est aperçu en fait que justement le WMS avait tellement de fonctionnalités qu'on n'avait pas envisagées au début, et que ça a été des bonus qui sont venus nous donner encore plus d'éléments dans le choix. Par exemple, je prends une des questions, c'était sur la facturation des heures de main-d'œuvre.
Nous, en fait, on vend des heures et on vend des mètres carrés. Donc, on est très attaché à la capacité à tracer la notion de facturation de tout ce qu'on dépense. Et donc, Ego a une fonction facturation logistique qui est assez bien développée, qui permet de calculer les variables logistiques facilement pour pouvoir facturer à notre client ce qu'on a consommé en temps et en mètres carrés. Ça, c'est un des bonus qui nous a aidés. Un autre bonus, c'est l'intégration automatique avec les transporteurs. On parle de WMS, mais on parle aussi de TMS, c'est la dernière colonne de ma page. Le TMS, c'est la gestion des transporteurs. Et en fait, Ego, ici, a un rôle de TMS qu'on est venu compléter pour la notion d'affrètement avec un autre outil. Donc voilà, l'écosystème digital qu'on a construit, c'est celui-ci. Ego a répondu, on a fini par choisir Ego et on l'a installé. Ça a été un gros projet, mais je reviendrai sur les risques et les succès du projet. Je te repasse la main, Antoine, à ce moment-là. Oui. Justement, avant d'arriver aux phases du projet, une question qu'on peut souvent se poser aussi, donc effectivement, on voit bien qu'il y a beaucoup de questions à prendre en compte avant de se lancer dans ce genre de projet. Antoine, quelques mots peut-être sur les prérequis pour l'intégration d'un WMS. À quoi l'entreprise doit penser avant de se lancer dans ce genre de projet? Je mettrais, moi, trois sujets en avant. Et celui que je mettrais en premier lieu, c'est que le WMS est une formidable boîte à outils, mais c'est un outil. Alors, je ne suis pas gentil avec notre plateforme WMS Ego, mais pourtant, c'est un outil. Et donc, dans un projet, je trouve qu'il est important d'avoir bien qualifié ce que vous voulez digitaliser. Là, vous attendez l'apport d'un WMS. Ce n'est pas une baguette magique et il ne viendra pas se substituer à l'expérience ou aux usages. C'est-à-dire que si chez vous, le sujet aujourd'hui passe par l'expérience, l'ancienneté, etc., et que on n'a pas, traduit par une organisation concrète les flux, le WMS ne viendra pas digitaliser cette expérience. Il viendra digitaliser une organisation. Donc, il faut qu'il y ait un pas qui soit fait où, chez vous, vous ayez déjà eu comme attente de digitaliser, de mettre en place le WMS sur une orga qui est déjà en place, qui est peut-être lourde, mais qui existe, qui ne s'appuie pas uniquement sur l'expérience, les usages ou des règles qui ne sont pas connues, qui sont peut-être connues uniquement par celui qui les utilise. Donc, le premier sujet, c'est avoir bien qualifié ce que vous voulez voir digitaliser et ne pas prendre le WMS comme une baguette magique qui va automatiquement organiser un sujet qui ne l'est pas. C'est un outil, ce n'est pas un sujet qui vient directement, en tout cas, optimiser ou organiser à la place de l'équipe. Donc, il s'inscrit dans un dispositif qui existe normalement déjà. Le deuxième sujet, c'est les enjeux. Alors, je n'avais pas vu la question, tu as bien fait de le mettre en avant, Stéphane. Faut avoir défini quels sont les enjeux pour vous en prérequis. Est-ce que, là, tout à l'heure, on voyait un enjeu ou du moins une question à travers la facturation. Si l'enjeu d'un produit, d'un projet comme celui-ci, c'est de réduire les temps administratifs, optimiser le temps de facturation et faire en sorte que le sujet tombe, eh bien, c'est peut-être un enjeu numéro 1. Donc, avoir identifié l'enjeu en sens, est-ce que c'est de la prod qu'on vient chercher, est-ce que c'est de la tenue de stock, est-ce que c'est de l'administratif, c'est important. Dernier point en termes de prérequis que je mettrais, c'est, et je crois qu'on en parlera, c'est un outil, on peut faire plein de choses avec, mais lui, il s'alimente de données. Et il est important d'avoir une cohérence entre l'ambition que vous avez au début, décidément, l'ambition que vous avez au début et le projet. Et du coup, ce qui est important là-dedans, c'est que l'ambition doit être corrélée aux données. On ne peut pas faire de précolisage sans données LHP, longueur, hauteur, dimension. On ne peut pas faire de préparation multiple, même s'il y a dans Ego, il y a plein de modes de préparation qui existent. Si le pipe de commande est insuffisant pour bien traiter ces commandes-là, c'est dommage, ça n'a pas de sens. Donc, avoir de l'ambition corrélée en fait au volume que vous avez et aux données. Donc, pour résumer, en prérequis, je mettrai en effet bien avoir qualifié le besoin. On ne se substitue pas à une organisation, on vient digitaliser une organisation en place.
définit également les enjeux principaux qui vont être pour vous des fils directeurs, comment dire, un phare sur lesquels vous allez prioriser justement ce que vous voulez faire et là où vous allez avoir des arbitrages à tenir. Et le dernier point, avoir de la cohérence entre l'ambition et les données. Merci Antoine. Donc, je suppose que le cahier des charges, la rédaction du cahier des charges joue un rôle important dans ce genre de projet. C'est essentiel, c'est même central. Qu'est-ce qui doit constituer, en quoi doit-il constituer ce cahier des charges? Il est bon de rappeler aux partenaires, parce que nous, on se plaît à se croire plus un partenaire qu'un fournisseur, mais au partenaire qui va être avec vous, ce que je vous disais tout à l'heure, donc les enjeux. Voilà pourquoi on a besoin de vous et ce qu'on attend de votre outil et comment on aimerait que vous nous aidiez à le mettre en place dans notre organisation. Donc les enjeux, c'est bon à rappeler. Ce qu'on doit retrouver également, c'est les flux, les process. Alors nous, on est très attachés à voilà le processus qu'on veut digitaliser. Ça ne veut pas dire que c'est le cible, parce que comme le disait Stéphane, parfois on ne sait pas jusqu'où ça peut aller avec nos outils, vu que ce sont de formidables plateformes technologiques. Donc, pour autant, sans dessiner le cible qui vous intéresse, dire voici ce qu'on fait aujourd'hui qu'on a envie de digitaliser, c'est important, ça donne le guideline. Et le dernier point que je mettrais qui me semble essentiel, c'est qu'on répond à pas mal de cahiers des charges. Hein, on devient un expert du renseignement de cahiers des charges. On en a, je ne sais pas, une bonne dizaine par mois. Mais ce que je retrouve, moi, dans ces cahiers des charges, on a parfois des cahiers des charges qui sont des vraies listes à l'après-vert de fonctionnalités, où on va avoir un fichier Excel avec 10 onglets pour chaque point des processus, réception, stockage, pré-appro, etc. Chaque onglet avec une liste d'une centaine de questions. Mais c'est des questions, je ne vais pas dire tarte à la crème, mais assez génériques. Est-ce qu'on retrouve l'ADN de l'entreprise? Est-ce qu'on retrouve les points qui font mouche chez vous? Pas nécessairement. Donc, centrez vraiment le sujet ou précisez vraiment dans vos attentes fonctionnelles ce qui fait votre ADN. C'est bien de vous assurer ou de faire de la rassurance sur des points pour vous assurer que le WMS fait quand même ceci, mais mettez clairement en évidence les fonctions clés chez vous. Voilà. Merci. On va passer à la troisième partie de notre webinaire, les phases projet. Stéphane, on va reparler donc du projet FrenchLog. Quelles ont été les différentes phases par lesquelles vous êtes passé pour la mise en place de votre WMS? Alors, c'était déjà, il y a eu la prise de conscience qu'on en avait besoin d'un. Ça a été la première phase quand on s'est aperçu que finalement, il y avait des trous dans la raquette en termes de fonctionnalité, qu'on était en 100% papier, qu'on créait pas mal d'erreurs, qu'on perdait du temps à faire des réapprovisionnements. Enfin bref, toute cette prise de conscience a pris un petit moment. On s'est lancé en listant effectivement ces fonctions et on s'est d'abord tourné vers notre ERP. On s'est dit, voilà, monsieur ERP, est-ce que vous sauriez faire ça en plus? Et on a eu une réponse qui n'était pas très satisfaisante et surtout qui était juste une réponse à nos demandes et il n'y avait pas beaucoup plus de propositions. Donc quand on a ensuite, avec le PASCA, lancé l'appel d'offres, on a eu tout de suite l'horizon du WMS qui s'est ouvert à nous avec les possibilités. Et donc notre cahier des charges qui était assez faible, finalement s'est retrouvé étoffé de toutes ces possibilités. On a fini par choisir. Et là, on a fini par lancer le projet On a perdu Stéphane, je crois. J'ai l'impression. Ouais. Est-ce qu'Antoine, en attendant que Stéphane revienne, peut-être compléter sur la phase d'accompagnement que vous avez apportée sur ce projet? Sur le projet, nous, on a… Désolé, j'ai été coupé en plein vol. Je dirais que c'est au moment où on a lancé le projet qu'on a vraiment pris conscience que c'est un projet sur lequel on avait dédié des ressources, mais c'est vraiment un projet pour nous crucial et un projet qui changeait la structure de la boîte. Et donc, on a dû dédier plus de ressources sur le projet. On a pris conscience aussi, alors on le savait au début, mais on a pris conscience aussi de l'importance de la donnée. Antoine t'en parlait tout à l'heure, mais nous, on a eu du mal au début à faire
à créer toutes les données dès le démarrage, vu qu'on est sur des sociétés très jeunes, avec très peu de données logistiques. On parle de clients qui n'ont même pas de code barre sur leurs produits, qui ne connaissent même pas le poids ou la dimension de leurs produits. Donc, parfois, ils n'ont même pas de nomenclature, ils n'ont même pas d'arborescence de référence. Donc, on a dû vraiment, d'une part, un peu bousculer nos clients pour obtenir de la donnée qu'ils avaient, et puis créer de la donnée. Et ça nous a fait prendre conscience d'un point très important, c'est que on ne peut pas aller plus vite que la musique. En gros l'idée, c'est que il y a des processus, il y a des déposants pour nous, c'est des déposants qui sont prêts à basculer dans l'automatisation, on va dire la productivité d'un WMS. Et puis il y en a d'autres qui ne le sont pas. Pourquoi ils ne sont pas prêts? C'est soit parce qu'ils ne le seront jamais, et qu'en fait, ces processus ou ces activités sont trop tordues, sont non digitalisables. Et là, c'est carrément, nous, ça nous a posé la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup de les conserver? Parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'il y avait carrément des renoncements à faire, que des processus trop tordus, trop coûteux en temps ou non, qui ne peuvent pas être supportés par un outil, finalement, quelque part, c'est qu'ils ne sont pas rentables. Et finalement, ça nous a fait réévaluer notre spectre d'activité en se disant ça, c'est peut-être un bon moment pour l'abandonner, parce que si on n'arrive pas à le mettre dans un outil, c'est pas bon signe. Ça, c'était le premier pavé, c'était les renoncements. Et puis l'autre pavé, c'était plus parce que la donnée n'existait pas, ou la donnée n'était pas prête. Quand on envoie en fait dans un système des données peu fiables ou simplement pas de données, et à la fin, il n'en sort pas des bonnes choses. Donc on s'est aperçu, je prends un exemple, c'est qu'on a lancé un jour de juillet, on a lancé Stasi Ego sur l'ensemble de nos déposants, et on avait tellement d'anomalies qu'on n'arrivait pas à traiter toutes les anomalies au fur et à mesure du temps, et du coup on s'est retrouvé face à un écueil, on ne pouvait pas lancer comme ça. Donc on a dû changer notre fusil d'épaule et partir sur une logique de petits pas, qui nous a permis plus de digérer et de rentrer dans le mindset de l'outil, de comprendre comment il calculait, de comprendre comment il réfléchissait, d'ajuster les paramétrages pour finalement rentrer dedans, parce que ça peut être un choc pour nous qui étions une société très jeune, zéro process, tout papier, passer à de l'automatisation, c'est quand même un sacré choc. Donc nous, ça a été la solution, ça a été d'y aller par petits morceaux. Ça prend plus longtemps, mais pour le coup, on a été plus efficace à la fin. Donc c'est important à la fois, c'est paradoxal, hein, à la fois d'avoir une structure de projet, d'imposer un rythme, mais aussi de faire des renoncements et d'avoir une logique de petits pas, de faire des simulations aussi parfois quand on n'est pas sûr de nos données, parce que vraiment la donnée est la clé dans ce projet, et ça a été, on l'a appris un peu dans la douleur par moment. Et maintenant, je suis là pour en témoigner. Les renoncements, ça peut être aussi, on a des cas maintenant, je fais un petit aparté sur les renoncements, mais quand on a un flux, nous c'était le cas, on avait 40 déposants et on en avait 2 qui avaient des flux très tordus. Je prends un flux très tordu, ça peut être simplement des produits unitaires customisés, c'est-à-dire que chaque produit est une référence différente et qu'on a sans cesse des nouvelles références. Ça, c'est une vraie, la logistique du produit customisé, c'est très compliqué. Et donc ça ne vaut le coup que si c'est un flux suffisant. Donc c'est toujours ce bénéfice-risque, réévaluer ces processus, ces déposants en fonction de réellement, est-ce qu'il y a du flux, est-ce que ça vaut le coup, et si ça vaut le coup, on les digitalise. Si ça vaut pas le coup, ça veut peut-être dire que c'est trop coûteux en temps et que c'est pas rentable. Et c'est un peu, nous aujourd'hui, ce qu'on assure en tant que logisticien, on va prendre en charge des flux logistiques complexes, parce que dans leur logistique chez eux, ils ne sont pas en mesure de le gérer. C'est comme ça que souvent arrivent chez nous des dossiers de B2C, parce que le B2C, le e-commerce, c'est un métier. Et quand on a un outil logistique dédié au B2B et à l'envoi de palettes, eh bien le B2C, c'est vraiment, ça vient désorganiser votre organisation, et ça devient plus comme un perturbateur de la société plutôt que de la valeur ajoutée. Oui. J'en ai fini. Merci Stéphane.
Je crois qu'Antoine, vous vouliez aussi revenir justement sur cette approche qu'on peut avoir pour ces deux approches différentes qu'on peut avoir pour le lancement d'un projet WMS, c'est-à-dire être sur une digitalisation pas à pas des process déjà existants ou justement en profiter aussi du projet pour remettre en question un certain nombre de process au sein de la structure. Voilà, comment vous accompagnez justement sur ces approches? Alors, je vais revenir un peu sur ce que tu disais, hein, Stéphane. Là, ce slide-là, en fait, il illustre le fait que quand on arrive sur un projet, il y a des attentes qui sont fortes. Parce que dans le cas, si je prends le cas de French Lock, il y avait un univers qui était complexe, il y avait plein de déposants. Il y avait un univers qui était volatile avec certains, ils avaient une grosse saisonnalité, d'autres petites. Il y avait incertain parce qu'on ne savait pas les types de produits qui allaient venir, ambigu en termes de est-ce qu'on fait une préparation chaînée, est-ce qu'on fait du kitting. Donc, quand on commence souvent un projet WMS, il y a du fait que la logistique, c'est le monde de l'aléa où on récupère en fait un peu toutes les casseroles des autres processus et on doit les traiter pour honorer les attentes du client. Il y a des attentes qui sont fortes. Et ces attentes qui sont fortes peuvent se traduire par deux travers, le fait d'avoir une ambition trop forte au départ et le fait de vouloir trop vite automatiser peut-être ce qui ne peut pas l'être. Donc, si je fais l'écho avec ce que tu disais, Stéphane, c'est il y a des attentes clients qui, parce qu'elles ne sont pas encore organisées, parce qu'on est encore sur le domaine de la pratique, de l'expérience, de l'ancienneté ou de la connaissance du client, mais pas de l'organisation. Est-ce que ça a du sens à se digitaliser? Peut-être. À s'automatiser? Non. Et fort de ce constat, en fait, chez Citaci, on a déployé deux approches diamétralement opposées. Tu peux passer un peu au slide suivant. La première, qui est celle qu'on pousse fortement. Attends, reviens juste en arrière. Voilà. C'est l'approche de digitalisation, mais qui vit en opposition avec l'idée du re-engineering. Et ce n'est pas du tout pour être péjoratif ou pour dénigrer le sujet, c'est que nous encore, il y a quelques années, 100% de nos projets s'envisageaient sous l'angle du re-engineering. C'est-à-dire qu'on intervenait d'une société qui n'a pas de WMS pour définir les processus de demain, l'organisation de demain avec nos clients et avoir dès les premiers usages une organisation complètement différente, une sorte de petite révolution dans le dépôt pour atteindre un processus et une orga plus effective, plus productive dès le démarrage. À cette organisation, on vient opposer en fait l'approche de la digitalisation. Elle est née chez Citaci il y a environ 4-5 ans sur un principe simple, c'est que la plateforme technologique Ego, WMS Ego, offre aujourd'hui une palette fonctionnelle tellement large et des niveaux de paramétrage tellement importants que bien souvent, la question de faire le cible n'est plus une contrainte technique. On sait déjà très souvent le faire dès le départ. Le débat n'est pas est-ce que l'outil peut m'aider à atteindre le cible, mais est-ce que l'organisation, les données, la montée en puissance de mes équipes me permet dès le départ de faire ce saut. Et pour répondre à cette question et pour accompagner nos clients dans ce dispositif, on a mis en place cette approche de digitalisation. Donc, l'idée de la digitalisation, c'est comme l'approche et le cycle en V de re-engineering, c'est pour autant d'atteindre la même cible. Mais on va l'atteindre de manière différente. Au lieu d'avoir fait tout un projet pour atteindre cette cible-là en une fois, on va faire un premier temps qu'on appelle, nous, digitalisation, qui vise à digitaliser l'existant. Donc, c'est vos process actuels avec vos modes opératoires actuels pour vos clients actuels. Avec ce qu'il est automatisé aujourd'hui, qu'on l'automatise demain. Ce qui ne l'est pas aujourd'hui, on ne cherche pas plus à l'automatiser demain. Et on digitalise cet existant. Et une fois que cet existant est digitalisé, on rentre dans une deuxième étape qu'on échangera avec Stéphane, qui est la phase d'accélération. On met ces petits pas qui vont vous permettre d'atteindre une cible. Donc, si tu passes au slide suivant, Maël, donc cette cible, en fait, et cette méthode permet deux choses. La phase de digitalisation, on est sur votre existant, donc on est sur un timing qui est réduit, une digitalisation courte, avec un timing où on n'épuise pas les équipes, des premiers gains crédibles, parce qu'on bénéficie pour autant de la mise en place d'une plateforme qui va déjà faire du temps réel, de l'adressage, etc. Mais on ne bouscule pas complètement les pratiques. Et un deuxième temps, avec l'accélération,
qui va permettre de faire une approche par petits pas, avec une maturité de votre équipe qui saura mieux définir ce qu'elle attend réellement du process, ayant déjà un usage concret de l'outil, et une mécanique d'ancrage et un retour d'expérience plus fort. Donc aujourd'hui, je dirais qu'on a 80% de nos projets qui se font dans ce mode digitalisation-accélération, avec deux vertus fortes. La première, en effet, c'est la rapidité de déploiement du projet, et la seconde, c'est la phase de la maturité de nos clients qui, quand ils sont dans cette phase d'accélération, qui ne s'envisage pas nécessairement sur un an, dans les mois qui suivent le démarrage, vous pouvez commencer à faire vos petits pas. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va se délayer dans le temps, mais qui va s'accompagner par contre d'une maturité et d'une montée en puissance de vos équipes avec vos équipes. Et vu que le timing court, je vais juste être précis sur, si tu passes de 2 slides, voilà. Pour faire ce temps de la digitalisation, chez Citaci, on a eu comme volonté de dire que nos clients, pour qu'on fasse cette digitalisation de l'existant, doivent être acteurs dans le projet, comme nous. Donc, ce n'est pas l'équipe Citaci qui intervient chez vous pour définir comment on va configurer l'outil, comment vous allez l'exploiter. Ce n'est pas comme ça que ça se détermine. C'est avec nos clients, dans une démarche partenariale qu'on le traite. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va exiger de nos clients qu'ils fassent un pas vers nous, et nous, on va s'imposer de faire un pas vers vous. Parce qu'une fois que le projet a démarré, pour autant, c'est vous qui êtes aux commandes, donc il faut qu'il y ait un certain transfert de compétences et aussi une maîtrise de l'outil. Donc ce pas que vous allez faire vers nous, vous allez le faire via ce qu'on appelle chez nous les onboarding. C'est-à-dire qu'avant de commencer à travailler sur les cibles, on vous présente déjà comment fonctionne l'outil, pour que, étant en parfaite connaissance de vos process et ayant compris comment fonctionnait l'outil, on puisse déjà avoir un langage commun. Et nous, on va se faire ce pas vers vous en analysant à travers la data, eh bien, vos flux, vos particularités produits, etc. Et c'est le fait qu'on ait fait un pas vers vous et vous vers nous qui fait que pendant les phases de workshop, de définition des points de calage et de paramétrage de l'outil, eh bien, qu'on est extrêmement efficace parce que nos clients voient bien ce qu'ils attendent ou ce qu'ils peuvent attendre de l'outil, et nous, là où on est attendu par les flux. Voilà. Je m'arrêterai là pour ne pas être plus long au vu du timing, mais voilà à peu près les deux grands champs qui ont un peu bousculé la démarche de digitalisation. Aujourd'hui, les plateformes sont larges et permettent vraiment de faire cette étape en 2 temps, donc un temps de digitalisation rapide qui ne bouscule pas les équipes et un temps d'accélération qui permet, avec la force et la maturité d'une équipe qui maîtrise maintenant l'outil, de définir les évolutions, les pas qu'elle va vouloir prendre. Merci Antoine. Prochaine question pour vous deux, avec voilà, maintenant votre expérience sur les projets WMS. Ici Stéphane en tant que client. Quels sont les risques que vous identifiez dans un projet WMS et aussi les facteurs de réussite de ce genre de projet? Peut-être Stéphane, par rapport à votre projet. Oui, en fait, on en a un peu parlé dans la manière dont on a structuré le projet, mais finalement, parce que nous, on a eu un projet qui a évolué en fonction de ces risques et de ces prises de conscience, mais je dirais, bon, voilà, le premier risque, évidemment, c'est de ne pas prendre conscience que c'est un projet crucial. Alors pour nous, Logistien, avoir un WMS, c'est un projet crucial. Peut-être pour d'autres types de sociétés, c'est différent, mais c'est important de mettre la bonne ressource face à ce projet. Et ça, c'est, je pense, propre à tout projet IT structurant, mettre de la ressource, avoir de la ressource interne qui soit capable de challenger les ressources externes et les consultants, c'est ultra important. Donc moi, à titre perso, voilà, je mettais 1 par semaine sur le projet systématiquement, et j'avais des employés dédiés au projet pour récolter la data, pour piloter, pour suivre les ateliers, pour la formation, parce que c'est important de aussi comprendre l'outil et rapidement être capable de prendre le relais en fait des équipes projet et de se dire comment ça va devenir dans la vie de tous les jours, comment on va paramétrer, la question c'est comment on injecte de nouveaux clients dans l'outil. Alors certes, on fait un très beau paramétrage au démarrage, mais comment derrière on le lie tout de suite avec la vie de tous les jours. La vie de tous les jours, c'est quand un opérateur arrivera pendant une rupture, comment on déclarera la rupture, qu'est-ce qui se passera derrière, qui prend en charge le relais derrière.
Parce qu'on a beau faire des super fonctionnalités, si derrière on ne le lit pas aux options, je pense qu'on rate clairement une étape. Donc à la fois ressources dédiées et faire le lien avec la vie de tous les jours, ça c'est vraiment très très important. Nous, l'erreur qu'on a faite, c'est au sujet, c'est un peu, pour reprendre la page d'Antoine qui disait d'abord on digitalise et ensuite on modernise. Et bien finalement, nous on a essayé de faire les deux parce qu'on se fait plus malin et puis surtout parce qu'on n'était tellement pas moderne ce processus qu'on n'a pas voulu digitaliser des processus qui n'existaient pas. Donc on s'est dit on va construire nos processus en digitalisant. Et ça, c'est dangereux parce qu'effectivement, en fait, on est sur un terrain mouvant. Et finalement, un projet IT, c'est très important de rester sur un socle stable, démarrage, et puis ensuite de bouger, parce qu'on prend un risque de partir un peu en vrille. Nous, le socle était mouvant parce que d'une, on avait peu de... Je crois qu'on a à nouveau perdu Stéphane. Je pense que c'est nos incidents sur le réchauffement climatique, là, hein. Je pense qu'il a quelques orages, Stéphane. Ouais. Je vais juste peut-être Ouais. pas le paraphraser, mais dire que comment dire, les éléments ou les facteurs clés de réussite d'un projet WMS, on va les retrouver à la fois dans l'implication du métier. C'est plus qu'un projet, c'est pas qu'un projet IT, c'est un projet avant tout logistique. Donc nous, on met un point d'honneur à ce qu'on soit en face des responsables logistiques, des responsables de site, des chefs de dépôt, parce que c'est eux qui auront la maîtrise de l'outil, par la suite. Le deuxième point, c'est plus ça va, comme je le disais, plus les plateformes technologiques sont fortes. Donc, la cible est de moins en moins, le bottleneck. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est comment est-ce qu'on y va, comment est-ce qu'on amène les équipes avec soi, avec de l'adhésion, avec de la maîtrise, et comment vous passez de votre situation actuelle à un cible. Et je trouve que l'approche à la fois d'y aller par petits pas, de faire des petites évolutions, mais qui peuvent s'envisager toutes les 2-3 semaines, parce que c'est bien de cela dont on parle, a plein de vertus, mais mérite que vous fassiez violence peut-être tout au long du projet pour restreindre au début l'ambition et au début ce que vous souhaitez faire versus la donnée que vous avez. Ça va venir assez naturellement et assez vite avec le démarrage. Mais ne grillez pas les étapes parce que c'est vous exposer à ce que vous ayez une ambition qui ne soit pas du tout phasée avec vos possibilités et une équipe qui soit en décalage avec ce que vous aviez en tête. Désolé, un petit problème technique à nouveau, mais je voulais juste rajouter quelque chose au sujet de l'embarquement des équipes, parce que c'est vrai que comme tout projet, on peut avoir de la résistance au changement des opérateurs qui se voient, ou même des superviseurs qui voient leur métier de tous les jours changer. Et parfois, au début, on sait qu'un démarrage, on essuie un peu les plâtres, on a des bugs, on a des anomalies, et ce qui fait que du coup, on peut trouver que on est sur une régression fonctionnelle plus que sur une amélioration quotidienne. Donc c'est important déjà que l'équipe projet maîtrise et gère les anomalies dans un démarrage. Puis ensuite, quand on est dans l'appropriation des opérateurs, nous, on a vu qu'effectivement, au début, c'était difficile. Donc il fallait beaucoup les accompagner sur la montée en puissance. Mais derrière, l'idée, c'est aussi d'être assez... de mettre en avant les avantages et les évolutions positives. Parce qu'au début, on voit que le négatif dans un projet comme ça. On voit que les bips supplémentaires que je vais devoir faire, les suppléments de saisie en réception, etc. Toutes ces choses-là qui vont, qui vont être du temps perdu. Mais en réalité, ce qui est important, c'est de montrer tout le temps qu'on gagne derrière. Et le temps qu'on gagne derrière, en fait, il est énorme. Il est énorme et donc cette notion de, en fait, c'est pas que du temps perdu en termes de productivité, parce que ça m'intéresse que moi. Mais quand on regarde au niveau des employés, c'est du temps perdu c'est du temps perdu à faire des choses qui n'ont pas de sens. Donc l'idée d'avoir un outil qui réfléchit à votre place sur l'ensemble de l'activité, eh bien ça permet d'éviter de faire des choses qui n'ont pas de sens. Ça permet d'aller directement à l'essentiel et de se consacrer uniquement sur des choses qui ont de la valeur ajoutée. Et ça, il faut le montrer, il faut l'expliquer, il faut le mettre en avant. Et puis derrière aussi, quand on est plus loin dans la phase et maintenant, comment on fait ? On a réussi à
mettre en place un outil, eh bien, on voit aujourd'hui qu'en termes d'intégration de nouveaux employés, le fait d'avoir des process costauds avec un outil costaud, eh bien, derrière, vous intégrez des gens beaucoup plus vite. Vous avez des gens qui sont efficaces dès la première heure chez nous. On rentre un opérateur chez nous, il va pouvoir tout de suite être autonome sur l'activité. Alors que auparavant, quand on rentrait un nouvel opérateur, il fallait lui expliquer comment était foutu l'entrepôt. Il fallait lui expliquer, attends, pour tel client, il faut faire ainsi, puis pour tel client, il faut faire comme ça. Il fallait lui expliquer, bah non, attends, ces emballages, ils sont stockés à l'autre bout, et puis ceux-là, tu n'as qu'à prendre ceci. Non, tout ça, on oublie. On est capable de faire rentrer quelqu'un qui soit autonome en 1 heure et qui puisse tout de suite déjà se sentir responsabilisé et se sentir guidé à travers un outil qui va être là en accompagnant. Et ça, c'est hyper important. On ne se rend pas bien compte, mais finalement, nous, on appelle ça le no-brain process. Ça veut dire qu'en gros, n'importe qui peut arriver du jour au lendemain et travailler chez nous. Super, ça fait déjà un premier point de bilan, Stéphane, par rapport à votre projet. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous voudriez rajouter? Et puis surtout, quelle va être la suite? Il semble qu'il y a une phase 2 qui est prévue dans le développement de l'outil. Oui, bah en fait, c'est l'amélioration continue, hein, ça ne s'arrête jamais maintenant. L'idée, c'est qu'on a sécurisé l'essentiel, c'est-à-dire on a un outil qui aujourd'hui est installé, nous permet d'accélérer, nous permet de prendre des dossiers de plus en plus complexes parce qu'on a les outils pour les gérer. Ça nous permet aussi de nous connecter plus facilement avec un univers IT qui va être, vous avez vu notre schéma initial, on est connecté déjà à plein de choses. Et bien du coup, aujourd'hui, les interfaçages n'ont pas de limite, on peut se connecter à peu près tout. Et on a un WMS qui fait la synthèse, en fait, qui transforme tout en demande et en expédition et en gestion des ressources. Donc on n'a pas vraiment de limite sur l'intégration. Donc nous, pour notre croissance, c'est hyper important. On va pouvoir suivre notre croissance grâce à l'outil et à cet écosystème qu'on a construit. On va aussi, et ça c'est un gros sujet du moment, je suis à fond dedans, l'idée c'est qu'on a créé de la donnée, on a tout rentré dans un outil, et aujourd'hui cet outil il génère un nombre de données très important, et ce qui nous permet à nous de prendre conscience de ces nouvelles données pour pouvoir en sortir des indicateurs, des indicateurs de performance, de non-qualité, des indicateurs de choses à faire évoluer. Aujourd'hui, on commence à mettre les mains dedans et on s'aperçoit qu'on est capable aujourd'hui de sortir des informations de base qu'on avait avant. Le nombre de minutes pour traiter une commande en moyenne, pour une commande d'un particulier ou d'un professionnel. On sait à peu près combien ça prend de temps aujourd'hui. On est capable d'estimer, par exemple, le nombre de réapprovisionnements qu'on fait sur tel produit. Du coup, ça nous permet de nous dire, bah tiens, ça veut dire que notre niveau de stock n'est pas suffisamment élevé à tel endroit. Donc, ça nous permet de revoir notre manière de nous organiser parce qu'on a des données, on a des nouvelles données qui nous permettent de piloter notre activité différemment. Et ça, on est encore en phase de découverte là-dessus. Pour moi, c'est la suite. C'est l'idée d'avoir de la donnée, de découvrir cette donnée, de l'exploiter pour notre activité et de la publier. Et ça, c'est mon prochain chantier. C'est publier ces données dans l'entrepôt pour que les opérateurs puissent, un peu comme dans un call center, vous avez un indicateur qui est clé, qui est le nombre d'appels en attente. Et bien nous, ici, c'est le nombre de commandes en attente, le nombre de commandes traitées dans la dernière heure, et du coup, comment on va s'en sortir à la fin de la journée. Donc, qu'est-ce que je mets comme ressource en plus? Et nous, c'est hyper important. On n'avait pas ça. Aujourd'hui, on a ça et ça nous permet de voir différemment l'activité. Voilà, il y a plein de sujets qui émergent, mais disons que le socle de base du WMS va permettre de rendre ces sujets possibles, alors qu'auparavant, c'était totalement impossible. Super, merci beaucoup. On voit bien qu'il y a plein de sujets intéressants pour la suite. Et on voit bien aussi que une fois qu'on a mis le pas dans la digitalisation, ça ouvre aussi des portes à simplifier, digitaliser d'autres flux et continuer son développement. Eh bien, je vous remercie Stéphane, Antoine pour vos interventions, pour ce partage. Et je remercie bien sûr tous les participants au webinaire. On a un peu dépassé le temps, mais s'il y a des questions qui sont apparues, peut-être quand même se prendre quelques minutes pour y répondre.
Je ne sais pas s'il y a eu des questions pendant le webinaire. Il y en avait une, mais on l'a traitée un peu. On l'a en direct traité, avec, super. Bon, bah, c'est avec que notre présentation était suffisamment complète. Et ben, c'est parfait. Ben, écoutez, encore merci. Surtout, n'hésitez pas à revenir vers l'un de nous trois si vous avez besoin de rentrer davantage dans le sujet par rapport à vos propres problématiques. Et puis, si vous êtes intéressé par poursuivre d'autres types d'événements, des événements de ce type organisés par Flux+, n'hésitez pas à suivre la page LinkedIn Flux+, où on communiquera sur les autres événements de ce type. Et puis on n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Et puis, à bientôt. Et merci encore à Stéphane et Antoine. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Et puis, bien sûr, il y aura un replay qui sera partagé avec l'ensemble des participants. Merci, bonne journée. Très bonne journée.